Bonsoir, bienvenue dans le journal de la rédaction de TV78. Nous sommes le mardi 20 octobre. Voici les titres de l'actualité locale. 4 jours après l'assassinat de Samuel Paty, cette mobilisation ce soir à Conflans-Sainte-Honorine, une marche blanche est organisée à partir de 18h30 au départ du collège du Bois d'Aulne, là où enseignait le professeur d'histoire-géographie. Et nous irons sur place dans cette édition. L'actualité, c'est aussi la deuxième vague de Covid-19. Les Yvelines, vous le savez, sont sous la mesure du couvre-feu depuis le 17 octobre et pour 4 semaines au moins. Un département qui a atteint hier les 600 décès à l'hôpital depuis le début de la crise sanitaire et où tous les indicateurs sont à la hausse. Et puis retour à la fin de ce journal sur les Journées nationales de l'architecture. L'événement se tenait ce week-end à Saint-Quentin en Yvelines. La gare située à Montigny-le-Bretonneux dévoilait tous ses secrets pour l'occasion. Une minute de silence observée à 14h30 par les députés en hommage à Samuel Paty. Les 300 parlementaires se sont réunis ceints de leur écharpe tricolore sur les marches du Palais Bourbon. 3 banderoles derrière avec dessus la devise nationale, liberté, égalité, fraternité. Une Marseillaise a aussi été jouée par un orchestre militaire. Les honneurs se succèdent pour l'enseignant d'histoire-géographie décapité vendredi à proximité de son collège du Bois d'Aulne à Conflans-Sainte-Honorine, visé pour avoir montré en classe des caricatures du prophète Mahomet. Le professeur va recevoir, on l'a appris ce matin, la Légion d'honneur à titre posthume, annonce du ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer. Samuel Paty sera également fait commandeur des palmes académiques et des distinctions qui seront remises lors de l'hommage national prévu pour rappel demain. Il se tiendra à partir de 19h dans la cour de la Sorbonne. TV78 vous proposera d'ailleurs une édition spéciale. En attendant cet hommage national, nous allons tout de suite à Conflans-Sainte-Honorine devant le collège du Bois d'Aulne où se tient tout à l'heure une marche blanche. On retrouve d'ailleurs sur place Éléonore Sinoquet de la rédaction de TV78. Bonsoir, la marche va débuter, Éléonore, d'ici quelques minutes. Bonsoir Grégory. En effet, la marche de Conflans-Sainte-Honorine, la marche blanche en l'honneur de Samuel Paty, ce professeur assassiné, comme vous l'avez rappelé, va débuter à 18h30. Elle part du collège du Bois d'Aulne où il enseignait justement à ses élèves la liberté d'expression et elle ira jusqu'à la place de la Liberté à Conflans-Sainte-Honorine. Voilà ce que je peux vous dire pour l'instant. Beaucoup de monde est sur place, comme vous pouvez le voir sur les images juste derrière moi. La pluie qui est évidemment bien présente ce soir et énormément, comme je vous disais, de monde qui s'est rassemblé pour cette marche blanche officielle avant l'hommage national qui lui sera rendu à la Sorbonne demain à Paris avec évidemment sa famille. Éléonore Sinoquet depuis Conflans-Sainte-Honorine où se tient donc, vous l'avez précisé, cette marche blanche à partir de 18h30 du monde qui arrive pour cette marche blanche. On vous retrouvera plusieurs fois dans cette édition pour faire le point sur cette marche blanche. D'autres communes ont rendu hommage hier aussi à Samuel Paty dans le reste des Yvelines. Nous vous parlions d'un rassemblement à Montigny-le-Bretonneux dans l'édition spéciale d'hier. Lundi soir, Versailles et Poissy se sont aussi mobilisés. Le reportage d'Astrid Bergère et d'Éléonore Sinoquet. Des personnes par centaines se sont réunies devant la mairie de Poissy ce lundi 19 octobre. Après l'assassinat de Samuel Paty, la municipalité a invité les habitants au recueillement. Nous souhaitions rendre hommage à Samuel Paty, mais également à l'ensemble du corps enseignant qui, chaque jour, instruit nos enfants. Certes, il y avait eu ce drame, mais qui était important pour nous de dire les uns aux autres que nous étions ensemble en fraternité. De nombreux enseignants et professionnels de l'éducation étaient présents dans la foule. Je suis directrice d'école sur la ville et ça me paraissait important de rendre hommage à un collègue qui a été lâchement assassiné. On est horrifié parce que quelqu'un qui fait un métier très noble, certains diront le plus beau métier du monde, il a été exécuté dans l'exercice de ses fonctions. Donc c'est incompréhensible et voilà, c'est pour lui dire et dire à sa famille, on est là, il est parti certes, mais il reste dans nos cœurs. À Versailles, une minute de silence a été observée. Bougies et fleurs ont été déposées sur les marches de l'hôtel de ville. Les habitants sont venus soutenir le corps enseignant. Pour soutenir la laïcité, le droit d'expression, le droit à la parole, le droit à nos jeunes de vivre, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir être libre, aux femmes, aux jeunes femmes, aux hommes, aux jeunes hommes. Et puis surtout la liberté d'expression, le droit aux professeurs de faire leur travail correctement, sans ambiguïté, sans être offensés comme là. C'est la mairie qui est à l'origine de ce rassemblement. Il était important pour la municipalité de témoigner de sa solidarité.
Pour nous, c'est vraiment un beau témoignage de la solidarité des gens face à ces crimes absolument atroces. Et puis aussi la solidarité autour du corps professoral, autour des enseignants, parce qu'à travers Samuel Paty, c'est aussi tous les enseignants qui sont honorés, tous ceux qui ont le courage, effectivement, de rappeler les valeurs de notre pays. Ces 2 rassemblements ont eu lieu avant le grand hommage national prévu mercredi 21 octobre à la Sorbonne. Et la question qui se pose désormais, de quelle aide a pu bénéficier le terroriste de 18 ans dans le meurtre de Samuel Paty? Ce mardi, 16 personnes sont en garde à vue dans le cadre de l'enquête ouverte pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs, terroristes criminels, parmi lesquels 5 collégiens. Selon une source proche du dossier, un ou plusieurs élèves ont désigné à l'assaillant le professeur a priori en échange d'argent. Et on a appris cet après-midi, d'après une information de nos confrères de BFM TV, que le père de famille, auteur de la vidéo où il s'indignait des caricatures montrées par l'enseignant, aurait échangé avec le terroriste dans les jours précédant l'attentat via la messagerie WhatsApp. 4 jours après le choc, les collègues de Samuel Paty ont pris pour la première fois la parole par le biais d'un communiqué. Dans ce texte dévoilé par France Télévisions, ils témoignent de leur vive inquiétude face à l'impact des réseaux sociaux qui, on le sait, ont joué un rôle dans cette affaire. La rapidité avec laquelle l'information est diffusée au plus grand nombre et son aspect irréversible sont un véritable fléau dans l'exercice de notre métier, alertent ces enseignants qui demandent à exercer leur métier dans le respect de la liberté pédagogique et en toute sécurité. Marlène Schiappa, la ministre déléguée chargée de la citoyenneté, s'est d'ailleurs entretenue ce matin avec les cadres de Facebook, Google, Twitter, TikTok ou encore Snapchat. On va retrouver tout de suite pour une nouvelle fois Éléonore Sinoquet qui est depuis Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines pour cette marche blanche. On le rappelle, une marche blanche qui est prévue à partir de 18h30 et vous avez une personne qui va participer, Éléonore, à cette marche à vos côtés. Exactement, nous sommes avec André, une habitante depuis 54 ans de Conflans-Sainte-Honorine. Ses petits-enfants étaient au collège. Alors bonsoir André. Bonsoir. Expliquez-nous pourquoi vous êtes ici aujourd'hui à cette marche blanche. Je viens d'abord pour cette horreur qui s'est passée et comme mes petits-enfants étaient là, je me devais de venir être avec tout le monde pour compatir à cette grosse douleur. Et pour vous, c'était vraiment important donc d'être ici, c'est ce que vous me disiez. Est-ce que vous êtes venu déposer des hommages? Bien sûr. Je suis venue le lendemain porter des fleurs et je tenais à venir à cette marche blanche. Malgré mon handicap, je viens quand même et je compatis et j'ai beaucoup de peine pour la famille. Quelle a été votre réaction de savoir les raisons pour lesquelles Samuel Paty a été assassiné, pour la liberté d'expression entre autres? Comment vous réagissez à ça? J'étais horrifiée parce que la liberté d'expression devrait être partout la même. On devrait pouvoir s'exprimer sans avoir cette chose-là. Et pour moi, ça a été horrible. Merci André en tout cas d'avoir été avec nous. Voilà Grégory, comme vous pouvez l'entendre, de la colère, de l'effarement face à cet acte de barbarie ici aujourd'hui à Conflans-Sainte-Honorine. Merci Éléonore. Depuis Conflans-Sainte-Honorine, une marche blanche en l'honneur de Samuel Paty va se tenir à partir de 18h30 dans la commune. Au départ d'ailleurs du collège du Bois d'Aulne, c'est là qu'enseignait Samuel Paty, ce professeur d'histoire-géographie tué vendredi dernier pour avoir montré des caricatures du prophète Mahomet. On retrouvera Éléonore une dernière fois à la fin de cette édition. En tout cas, voilà ce qu'on pouvait vous dire en ce mardi soir, 4 jours après cette attaque terroriste à Conflans-Sainte-Honorine. Mais l'actualité, c'est aussi le Covid-19 avec des chiffres qui sont en constante hausse dans les Yvelines. Regardez ce tableau, le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de tests positifs pour 100 000 habitants a désormais franchi la barre des 258, soit une progression de 35 points en une semaine. Taux de positivité à 15,7%. L'attention hospitalière se durcit en Ile-de-France avec plus de 54% des lits de réanimation désormais occupés. Les 600 décès à l'hôpital depuis le début de la crise sanitaire dont les Yvelines ont même été atteints hier. 317 patients étaient hospitalisés lundi dans les Yvelines du Covid-19, 39 toujours placés en réanimation.
Face à l'épidémie, chacun s'organise. Vous avez vu la semaine dernière cette décision prise par le président de la République qui a décrété le couvre-feu en Ile-de-France et dans 8 métropoles françaises pour 4 semaines minimum. Un couvre-feu qui pourrait s'allonger à 6 semaines. Ce week-end, plusieurs dizaines de contrôles ont été effectués par les forces de l'ordre entre 21h et 6h du matin et ont donné lieu à très peu de verbalisation. Au niveau local, on s'organise aussi pour contrer l'épidémie. L'association de Trappes, Ensemble, on va plus loin, sensibilisait il y a quelques jours aux gestes barrières. C'était devant l'école Georges Sand en partenariat avec l'Agence régionale de santé. L'association créée à la suite du confinement et qui réunit une vingtaine de mamans du quartier Village, Georges Sand, Pergaux, Verlaine, ont offert des masques, du gel hydroalcoolique et un goûter pour les enfants. Lors de cet après-midi, un quiz sur les gestes barrières était même proposé aux familles. On écoute la présidente adjointe de cette association au micro de Célia Gatsongo. Le but, en fait, ce serait de voir en fait, si les gens du quartier sont à l'aise avec les gestes barrières pour ensuite faire d'autres animations pédagogiques. Normalement, on aimerait faire un atelier de couture pour apprendre aux mamans en fait, à faire des masques en tissu, un atelier pédagogique autour du lavage des mains et aussi la distanciation sociale. En fait, les actions que nous allons mettre en place seront en fonction des résultats qu'on va avoir sur le micro-trottoir. Cette actualité a fait le tour des médias nationaux. Un homme a été violemment agressé à bord d'un bus à Élancourt par 8 personnes. Les faits se sont déroulés samedi soir entre les quartiers de la Commanderie et de la Ville-Dieu. Il s'agirait d'un règlement de compte à première vue, la bande étant allée directement vers la victime au moment de monter dans le bus. Alors que la bande semblait vouloir remonter après être descendu du bus, le chauffeur a accéléré pour protéger la personne agressée. L'homme de 27 ans a été transporté à l'hôpital dans un état critique. La sûreté d'Élancourt est en charge de cette enquête. C'était la semaine dernière, la tournée de l'apprentissage était de passage dans les Yvelines, plusieurs étapes dans différentes villes du département, Carrières sous Poissy ou encore Morpas où le bus s'est installé mercredi 14 octobre, une initiative destinée aux jeunes pour se renseigner sur l'apprentissage et les formations en alternance. Nicolas Dandry. C'est une initiative dans le cadre du plan de relance du gouvernement. La tournée de l'apprentissage orchestrée par le ministère du Travail s'est arrêtée à Morpas. Objectif, permettre aux jeunes de se familiariser avec l'apprentissage. Les jeunes n'ont pas forcément connaissance de tous les avantages de l'apprentissage, voient surtout les inconvénients. Difficulté, ce n'est pas négligeable que de trouver effectivement le contrat d'apprentissage, c'est-à-dire l'entreprise qui va les embaucher. C'est aussi la méconnaissance de tous les domaines vers lesquels ils peuvent se tourner en voie professionnelle du CAP au master sur des formations qui les entourent. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir le métier de près, voir si ça nous plaît et pouvoir éventuellement continuer ou changer un petit peu de voie en cours de route. Donc c'est vraiment le principal atout de l'apprentissage. Découverte des métiers et des formations pour l'année prochaine, 6 jeunes du Centre d'éducation et de formation professionnelle de Villepreux ont participé à ce rendez-vous. Ils sont tous en dernière année de CAP et préparent la suite de leurs études. Là, on m'a donné des informations sur la pâtisserie et tout, où je peux y aller pour m'inscrire et pour m'enseigner. Et du coup, c'est intéressant pour l'année prochaine. Il faut réfléchir, tu apprends toujours des choses. Toujours en électricité, tu apprends des choses et ça fait du bien pour le cerveau. Je souhaite continuer mes études et faire une formation en informatique, en alternance, bien sûr si j'en trouve. Je trouve que c'est un métier indispensable de nos jours vu l'évolution de la technologie, tout ça. La tournée de l'apprentissage reste en Ile-de-France, prochaine étape du 3 au 7 novembre 2020 dans le département du Val-de-Marne. En 2018, elle a accueilli plus de 12 millions de voyageurs et pourtant peu connaissent cette histoire. La gare de Saint-Quentin-en-Yvelines était au cœur des Journées nationales de l'architecture dans l'agglomération. Elle livrait tous ses secrets à l'occasion de cet événement qui se tenait au niveau national. Mélanie Poquier et Mickaël Elmidoro nous livrent quelques-uns de ses secrets. Certains la qualifient d'étonnante, d'autres de peu esthétique. La gare de Saint-Quentin-en-Yvelines ne laisse pas indifférent. Ouverte en 1975, elle est l'élément pionnier du centre-ville de Montigny-le-Bretonneux. Elle révélait samedi son histoire dans le cadre des Journées de l'architecture. Parce que maintenant, la gare a peu changé. Il y a un premier bâtiment qui avait été construit entre les voies ferrées et la Nationale 10, donc un bâtiment érigé en 1975 et qui correspond à l'ouverture de la gare.
À l'époque, c'est la ligne de Paris-Rambouillet qui s'arrête ici dès 1975. Par la suite, la gare accueille le RERC en 1980 et le bâtiment est complété dans les années qui suivent de 2 autres bâtiments. Et en fait, la volonté des aménageurs était aussi, en ouvrant cette gare en 1975, de rendre en quelque sorte l'aménagement de la ville nouvelle irréversible. Équipement multimodal, la gare rassemble chemin de fer, gare routière et vélostation. La visite est en écho à l'étude sur l'hypercentre, un réaménagement qui concerne aussi la gare au cœur de ce projet décidé avec les habitants. J'habite le quartier Saint-Quentin, j'ai participé aux réunions de travail il y a quelques mois sur la rénovation du quartier et donc je venais voir ce qu'on disait de l'architecture. Une gare qui va changer un peu de visage dans les prochaines années. Des travaux sont engagés jusqu'en 2023, montant 43 millions d'euros. À partir de 18h30 sur TV78, vous retrouverez Justine Brasier pour un nouveau numéro du 7-8 Culture. Elle vous proposera de nombreux sujets, et notamment celui-ci, le domaine de Dampierre en Yvelines, qui ouvre exceptionnellement pendant les vacances de la Toussaint son cabinet de curiosité. C'est une sorte de petit musée d'histoire naturelle. Célia Gatsongo et Eva Champenois. Une partie d'une mâchoire d'une baleine ou une statue représentant le mythe d'Andromède, cette petite salle fourmille de collections d'archéologie, de botanique, d'anatomie et de préhistoire. On a dans cette vitrine et celle-ci les collections de préhistoire et d'archéologie. On a ici les collections de paléontologie. Des pièces rares inédites jamais présentées au public, elles appartenaient à la famille de Luynes, propriétaire pendant plus de 3 siècles du château de Dampierre. Nous sommes dans la pièce principale, qui est la grande pièce qui fait à peu près 400 mètres carrés, qui est entourée de vitrines, et au centre, il y a des vitrines également. La majorité de la collection présente des minéralogies dans cette pièce. Ce sont une collection de pierres de toute origine. Météorites, pierres précieuses, fossiles, plus de 6000 exemplaires de pierres sont présentés. Dans cette salle également, une collection de zoologie. On a des petits mammifères, on a une belle collection ornithologique. Reptiles, poissons et aussi animaux sauvages viennent compléter ces collections. Les visites guidées se font sur réservation, maximum 5 personnes par visite pour respecter les consignes sanitaires. C'est vraiment un endroit d'une grande richesse. Donc toutes les pièces sont vraiment mises en valeur. On apprend vraiment sur la recherche scientifique au 19e et même avant. La collection de pierres, de minéraux est vraiment extraordinaire. J'imaginais pas qu'il y avait autant de choses différentes dans le monde. Ce cabinet de curiosité est seulement ouvert pendant les vacances de la Toussaint, une période propice pour inviter les familles. La présentation exceptionnelle que nous avons aujourd'hui, elle se fait évidemment par les vacances de la Toussaint, puisqu'on recherche un peu le mystérieux, et donc là on est en plein dedans. Et puis aussi elle correspond à la fin des travaux qui ont été réalisés par le propriétaire pour sécuriser cet espace. Cette aile du château nommée aile d'Astrée était en train de s'effondrer. Il fallait donc la sécuriser pour sauver la collection. Le billet d'entrée pour un adulte est de 20 €. Voilà pour l'actualité locale, et avant de vous laisser, on retrouve une dernière fois depuis Conflans-Sainte-Honorine Éléonore Sinoquet. Éléonore Sinoquet, vous allez suivre dans quelques instants cette marche blanche qui est programmée à partir de 18h30 en hommage à Samuel Paty, cet enseignant mort à Conflans-Sainte-Honorine, assassiné vendredi dernier. Et vous êtes maintenant avec un maire d'une commune yvelinoise. Exactement, nous sommes avec le maire de Maisons-Laffitte, Jacques Millard. Bonsoir. Bonsoir. En tant qu'élu, en tant que membre honoraire du Parlement, de ce que vous me disiez, est-ce que c'était important pour vous d'être ici aujourd'hui à Conflans pour cette marche blanche? Vous savez, c'est très simple. C'était un professeur d'histoire et de géographie, une matière fondamentale pour l'éducation de nos enfants. Ça s'est passé à Conflans-Sainte-Honorine, qui était une ville calme, à côté de Maisons-Laffitte. Je me sens concerné, les Mançonniens aussi. Donc c'est tout à fait légitime que nous soyons là aujourd'hui pour marquer notre soutien. Mais vous savez, ce soutien, il veut aller beaucoup plus loin. C'est un soutien pour forcer les autorités à changer un certain nombre de nos textes et à prendre des mesures efficaces pour que ça ne se reproduise plus. Ça fait plus de 30 ans que je connais la dérive sectaire de l'islamisme intégriste. Ça fait 30 ans que nous avons commis au Parlement de multiples rapports. Et malheureusement, on n'a pas vraiment bougé. Aujourd'hui, il semble que cela bouge. Et je suis là aussi pour marquer cette détermination à ce que les choses bougent de manière qu'on arrête.
Donc, je rappelle que vous êtes maire Les Républicains, encarté Les Républicains. Quelles sont les mesures que vous voudriez mettre en place, qu'il faudrait mettre en place selon vous? Ce sont les mesures que le ministre de l'Intérieur vient d'annoncer, à savoir les expulsions. Mais pour que les expulsions soient efficaces, il faut pratiquement modifier la Constitution parce qu'il y a véritablement aujourd'hui un problème à ce titre. Deuxièmement, il faut dissoudre des associations. Et ça, c'était déjà possible avec le décret de 1936. Et puis, il faut contrôler nos frontières, car elles sont poreuses et n'importe qui entre. Deuxièmement, il y a un problème avec le droit d'asile. Il y a donc toute une série de choses à faire. Et il ne faut pas tolérer sur les réseaux sociaux, bien sûr, des propos haineux. Donc, c'est une question d'effectivité, et ça, c'est jouable. Les lois actuelles nous le permettent, mais il faut en renforcer. Et ne jamais oublier qu'en réalité, c'est un problème de franchisage d'une idéologie mortifère qui se joue au niveau international. La France, dans ce domaine-là, n'est pas un havre de paix isolé. Elle subit directement l'influence mortifère de cet islamisme radical qui est né en 1929 en Égypte et qui se propage de manière régulière, et on a laissé faire. Merci Jacques Millard pour toutes ces précisions. Voici, comme vous le disiez Grégory, en effet, nous allons suivre cette marche blanche qui partira à 18h30. Et comme vous pouvez le voir, énormément de personnes sont présentes ce soir à Conflans-Sainte-Honorine. Merci Éléonore Sinoquet depuis Conflans-Sainte-Honorine. Merci également à Mélanie Poquier et aux moyens techniques pour cette marche blanche à la veille, je vous le rappelle, de cet hommage national prévu demain à 19h dans la cour de la Sorbonne. Et je vous rappelle aussi que TV78 consacrera demain une édition spéciale à cet hommage national. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Très belle soirée avec TV78.